Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cette conférence virtuelle organisée conjointement par la Fondation Nous et par l'Association Francophonie sans frontières et plus particulièrement son équipe du Québec. Donc nous allons aujourd'hui discuter de francophonie économique. Donc plus précisément, nous avons choisi d'intituler cette conférence Francophonie économique en Amérique du Nord, tracer la voie. Donc, durant cette rencontre d'une heure plus ou moins, nous allons aborder le concept de francophonie économique pour analyser ces enjeux en croisant les regards de trois invités au parcours éclectique différents et fort riches afin de regarder, échanger ensemble sur les enjeux d'une francophonie économique dans le contexte nord-américain plus précisément. Donc, à travers cette activité, il va être possible de se pencher sur le potentiel économique de la langue française et d'engager une réflexion très importante sur le développement d'une francophonie économique en Amérique du Nord, où elle est, il est important de le rappeler, minoritaire. Donc, la conférence d'aujourd'hui est organisée, comme je vous l'ai mentionné, par deux organismes. La première association dont nous allons vous parler est Francophonie sans frontières. Francophonie sans frontières est présente un peu partout à travers le monde avec trois sièges principaux au Québec, en France et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour nous présenter l'association, j'introduis Monsieur Gilles Grondin, qui est donc le coordonnateur de Francophonie sans frontières au Québec. Monsieur Gilles Grondin est un conseiller syndical responsable des dossiers de francisation, de solidarité internationale et d'immigration à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Il a été aussi auparavant directeur général du mouvement des Québécoises et Québécois, un des principaux artisans de la fête nationale au Québec, et il a aussi occupé le poste de conseiller municipal à la ville de Montréal de 2005 à 2009. Donc, pour vous parler un peu de l'association Francophonie sans frontières, je vous présente M. Gilles Grondin. Bonjour Gilles. Bonjour, merci Mélissa pour cette présentation. Bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre de Francophonie sans frontières et de la Fondation Nous. Donc, Francophonie sans frontières est une organisation formée de bénévoles, comme tu l'as mentionné, principalement en Côte d'Ivoire, en France et au Québec. Donc, une organisation créée il y a quelques années et dont l'objectif est de faciliter le rapprochement entre les communautés francophones d'un peu partout, afin d'œuvrer au rayonnement de cette langue-là, de cette grande langue-là internationale, et de fonder des liens, souder des solidarités entre ces différentes composantes un peu partout sur la planète. Donc, on est très heureux de vous inviter, de vous faire participer à cette activité. Dans le fond, Francophonie sans frontières se veut un facilitateur entre les organisations. C'est comme ça qu'on a pris connaissance et contact avec la Fondation Nous et qu'on est arrivé à organiser cet événement-là. Qui dit francophonie dit souvent culture, évidemment la langue, mais là, on a voulu regarder l'aspect économique de cette francophonie. Alors, merci à M. Guinen, M. Thomas et M. Terrier de leur présence parmi nous. Alors, je vous souhaite là-dessus une excellente rencontre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Grondin, et merci encore une fois à Francophonie sans frontières d'organiser cette rencontre. Et donc, Francophonie sans frontières l'organise avec une autre organisation récente, très jeune, qui a à cœur la francophonie. Il s'agit de la Fondation Nous, qui est située à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Donc, pour nous parler de nous, je vais vous présenter l'un de ses cofondateurs. Il nous parle donc depuis la Nouvelle-Orléans, Monsieur Scott Tilton. Scott est un Américain qui a étudié à Paris à Sciences Po. Il y a aussi travaillé de nombreuses années chez EY. Il a décidé de fonder Nous afin de promouvoir les échanges entre les États-Unis et le monde francophone. Je tiens aussi à mentionner que Scott Tilton est à l'origine et fait partie des gens qui ont contribué à l'adhésion de la Louisiane en tant que membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ces efforts ont porté fruit et depuis 2018, l'État américain fait donc partie de l'OIF. Ce n'est pas un mince accomplissement, c'est quand même quelque chose de remarquable. Il faut souligner cette réussite.
Donc maintenant, je laisse la parole à Scott qui va vous présenter l'organisation et vous introduire aussi aux enjeux associés au développement d'une francophonie économique en Louisiane. Donc, Monsieur Tilton, la parole est à vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je tiens avant toute chose à saluer l'ensemble des participants qui nous font le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Je tiens également à remercier très chaleureusement l'ensemble de nos panélistes qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour partager avec nous leur vision, leur perspective et leur expertise portant sur le thème passionnant de la francophonie économique. Donc, un grand merci également à toute l'équipe de Francophonie sans frontières avec qui nous sommes ravis de co-organiser l'événement de ce jour. Je suis Scott Tilton et je suis le cofondateur de la Fondation NU qui se situe à la Nouvelle-Orléans et qui se donne pour objectif de promouvoir les langues et cultures françaises et créoles de Louisiane et de faciliter le développement d'échanges entre les États-Unis et l'ensemble du monde francophone. C'est donc en direct du Vous-Carré de la Nouvelle-Orléans que j'ai eu le plaisir de parler aujourd'hui. Et si nous avons souhaité vous réunir aujourd'hui pour parler de francophonie économique, c'est parce que ce sujet occupe une place centrale en Louisiane. Dans un contexte où le français est une langue minoritaire, il est important de pouvoir inscrire les efforts de revitalisation du français dans le cadre d'un écosystème pérenne permettant d'alimenter ce que je pourrais qualifier de cercle vertueux. En bref, plus le français donnera lieu à des opportunités économiques et professionnelles tangibles, plus les Louisianais seront enclins à l'utiliser. Et plus le français sera pratiqué en Louisiane, plus nous pourrons nous positionner comme ayant un avantage comparatif s'agissant de la délivrance de services en français, ce qui permettra d'attirer davantage d'entreprises francophones dans notre État. Et pour accompagner l'émergence de ce cercle vertueux, nous bénéficions de solides réseaux de soutien ici en Amérique du Nord. Et c'est notamment la raison pour laquelle nous avons souhaité inviter aujourd'hui des intervenants aux origines géographiques diverses, qu'il s'agisse de New York, de Moncton ou de Québec. Chaque expérience compte. Je souhaite ainsi que l'événement de ce jour soit vu comme un échange de bonnes pratiques. Inspirez-vous de ce que vous allez entendre, laissez mûrir les idées et directions que nous allons évoquer aujourd'hui et surtout, n'hésitez pas à alimenter cette réflexion en partageant avec nous vos commentaires et questions. Donc, je vous souhaite une excellente conférence et vous remercie une fois de plus toutes et tous. Merci beaucoup, Scott Tilton, pour ce message et pour avoir organisé cette conférence. Donc, comme Monsieur Tilton vous l'a mentionné, on vous encourage, tous les gens du public, à faire des suggestions, à poser des questions tout au long de la rencontre et nos invités pourront y répondre ou pourront s'en servir pour nourrir leurs réflexions tout au long de l'heure. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à nos 3 invités du jour. Je vous les présente et ils feront par la suite chacun une présentation. Suite à cela, nous pourrons donc échanger et répondre aux questions du public. Alors, notre premier invité, un diplomate, Monsieur Bernard Guénen, donc conseiller économique et commercial pour la région wallonne auprès du consulat général de Belgique à New York. Monsieur Guénen a travaillé 12 ans à l'ambassade de Belgique à Washington en tant que conseiller pour la région Mid-Atlantique américaine, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Il a joué un rôle de liaison avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. De 1995 à 2006, M. Guénen a travaillé au consulat de Belgique à Chicago en qualité de conseiller commercial. En 94 et de 93 à 94 plus précisément, il a été consultant gouvernemental à la Banque mondiale et à la BID à Washington. Et avant cette carrière diplomatique, M. Guénen a travaillé en Louisiane en tant qu'attaché culturel, qu'assistant pédagogique et qu'enseignant. Durant cette époque, dans cet État francophone et anglophone des États-Unis, il a travaillé en étroite collaboration avec la French Education Project de la Louisiana State University à Baton Rouge, ainsi qu'avec le Centre international de Lafayette et le CODEFIL, qui est le Council for Development of French in Louisiana, donc le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Donc c'est vraiment un diplomate aguerri qui est avec nous aujourd'hui. Donc Monsieur Guénen, très heureuse de vous avoir parmi nous et nous allons discuter ensuite. Vous nous ferez votre présentation. Bienvenue.
Merci beaucoup, Mélissa. Bonjour à toutes et à tous. Et bonsoir aussi, puisque je vois que nous avons des amis de Dieppe, de Paris et de Namur, notamment Frédéric Laloux. Namur, qui est jumelé avec la ville de Lafayette en Louisiane. Donc, bonjour à tous. Je pense que j'ai 10 minutes pour rapidement en fait, brosser un tableau qui va se présenter en 3 parties. J'aimerais parler de la langue française dans les institutions internationales, à la fois à Washington et à New York, dans la diplomatie, spécifiquement aux États-Unis, et aussi dans les affaires, à nouveau aux États-Unis. Alors, premier grand machin, comme l'appelait Charles de Gaulle, les Nations Unies. J'ai recueilli les témoignages de notre ambassadeur près les Nations Unies, M. Philippe Kridelka. Les Nations Unies fonctionnent avec 6 langues officielles, l'anglais, par ordre alphabétique, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Il y a essentiellement 2 langues qu'on peut appeler diplomatiques, c'est l'anglais et le français, qui sont aussi les langues dominantes, de par leur facilité d'apprentissage, la tradition, l'importance, le rayonnement, la présence et la stratégie mondiale, et dans une moindre mesure, l'espagnol, malgré sa popularité, malgré le nombre de locuteurs. Au niveau de la traduction, tous les documents officiels sont traduits dans les 5 autres langues. Au niveau interprétation, cette fois, seules les réunions officielles font l'objet d'une interprétation simultanée. Ce qui veut dire qu'il y a des langues de fonctionnement qui sont essentiellement l'anglais, qui est évidemment un prérequis aux Nations Unies, mais également le français, qui est souhaitable. Pourquoi? Parce que 60% des interventions des Nations Unies de type peacekeeping, donc pour la paix, les fameux casques bleus, ont lieu dans des pays d'Afrique francophone. Donc le français, sur ce point-là essentiel, puisque c'est une mission essentielle des Nations Unies, Peacekeeping Operations, le français, on peut dire, est absolument obligatoire. Pour les réfugiés, par contre, c'est la langue arabe, mais qui est aussi une langue officielle des Nations Unies. En Belgique, particulièrement, on a 3 langues officielles, donc à la fois le néerlandais, le français et l'allemand. Donc nos diplomates transmettent leurs rapports dans leur langue nationale, qui est surtout le français, même s'il est un peu minoritaire en Belgique. À nouveau, 6 millions de locuteurs néerlandophones, 4 millions de francophones et 80 000 germanophones. Les stagiaires, par contre, nos jeunes stagiaires, sont encouragés à écrire et parler l'anglais parce qu'on estime que leur passage à New York est un passage formatif au niveau linguistique. Ils maîtrisent leur langue maternelle, ils maîtrisent aussi l'autre langue importante en Belgique, que ce soit le français ou le néerlandais, et donc on favorise l'anglais. Deuxième grande institution internationale, la Banque interaméricaine de développement, cette fois-ci à Washington, la BID, BID. J'ai recueilli l'avis, l'input de Michael Bosseret, qui est le représentant de la Belgique. La BID fonctionne en 4 langues officielles, cette fois-ci, non pas 6, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, uniquement le français pour Haïti, pour 11 millions d'habitants, contre 215 millions de locuteurs en portugais pour le Brésil. Donc la BID s'occupe des pays d'Amérique centrale, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. Là aussi, les réunions disposent d'interprètes. Les documents sont traduits généralement dans les 4 langues, mais intéressant, les intervenants n'ont pas de droit de regard sur les traductions avant publication. Ce qui est assez étonnant parce que on connaît tous le film Lost in Translation. Il y a toujours des nuances difficilement perceptibles ou des nuances difficilement exprimables dans les traductions, mais donc les native speakers n'ont pas le droit de regard sur les traductions avant publication. Mais Michael, notre numéro 1, me dit qu'il est satisfait dans 95% des cas, donc 95% des cas. Il est à remarquer qu'à la BID, me dit Michael à nouveau, le représentant français s'exprime strictement en français. Alors je ne sais pas si c'est délibéré ou volontaire, ou s'il veut vraiment marquer le coup, que la langue française est une langue officielle, à nouveau uniquement pour Haïti, et nos amis haïtiens, évidemment, s'expriment toujours dans leur langue maternelle.
Pour la Belgique, Michael me dit l'anglais est devenu le commun dénominateur de la Belgique. Lui parle français, néerlandais, anglais et espagnol couramment, mais l'anglais en Belgique est devenu un peu, on peut dire, le juge de paix politique entre les trois communautés linguistiques, à nouveau francophones, germanophones et néerlandophones. Troisième institution internationale, la Banque mondiale, à nouveau à Washington. Là, c'est un peu comme les Nations Unies, c'est un gros machin, 189 États membres, 130 antennes de par le monde et 250 000 documents publiés chaque année. 6 langues, et les langues identiques aux Nations Unies, à nouveau, anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe. Une autre institution, c'est la quatrième à Washington, le FMI, le Fonds monétaire international, les 6 mêmes langues que la Banque mondiale et que les Nations Unies, plus le japonais. Pourquoi ? Parce que le Japon, est un grand bailleur de fonds pour le Fonds monétaire international et également auprès de la Banque mondiale, le Japon et la Corée du Sud sont des grands donateurs, donc langue importante aussi. Commun dénominateur dans ces 4 grandes institutions internationales, que ce soit New York ou Washington, le français est présent. Il est présent, important et influent. Donc gardons ça en mémoire. Diplomatie en général. Là, j'ai recueilli l'avis de Nicolas Firenze, qui est un diplomate ici à New York. Il était en poste en Pologne, à Bruxelles, à Washington et à Los Angeles. Et lui confirme que si l'anglais est dominant au niveau quantitatif, le français reste extrêmement important dans la diplomatie, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Nicolas est très heureux de constater qu'un grand nombre de collègues diplomates venus du monde entier, même les plus jeunes, connaissent le français, le parlent très bien et le parlent surtout volontiers. L'écriture, me dit-il, pose un peu plus problème, mais bon, on les excuse. On ne peut pas proprement parler de popularité au sens premier du terme, mais plutôt d'appréciation et de fierté envers le français. Et ça, je pense, c'est un point très important également. Si vous permettez, pour le temps qui me reste, je vais témoigner un peu de mon expérience personnelle, assez modestement, bien que j'ai 40 ans d'expérience aux États-Unis. Donc, j'aimerais n'en avoir qu'une ou deux, j'aurais 40 ans de moins, mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc, comme l'a dit Mélissa, Louisiane, Washington DC, Washington avec 2 passages, Chicago et New York. Alors, en Louisiane, c'était les années 80. À l'époque, le recensement en Louisiane parlait de 400 000 locuteurs francophones. Les Cadiens, on ne dit pas les Cajuns, parce que ça, c'est une compromission de la langue anglaise, on dit les Cadiens, les créoles de la Nouvelle-Orléans, qui sont un peu, entre guillemets, la bourgeoisie de la Nouvelle-Orléans, mais aussi les créoles noirs, qui parlent le créole, forcément. Le français était très courant dans les années 80, surtout en Acadiana, donc ce qu'on appelle le triangle acadien, avec le lac Charles à l'ouest, Alexandria au nord, et Lafayette à l'est. Il était surtout parlé par les plus âgés, mais actuellement, grâce au codophile, qui depuis plus d'une cinquantaine d'années, depuis 1968 exactement, met beaucoup d'énergie à restaurer, conserver et promouvoir la langue française. On l'appelle maintenant en français non plus le Conseil pour le développement du français en Louisiane, mais surtout l'Agence des affaires francophones, grâce surtout au programme d'immersion qui marche du tonnerre. Je crois que c'est peut-être la meilleure en tout cas et peut-être la seule façon d'apprendre le français aux jeunes enfants, c'est l'immersion totale et c'est phénoménal ce qui se passe en Louisiane. Je crois qu'il y a, Scott parlait de 5 à 6 000 jeunes dans les programmes de langue et d'immersion. C'est formidable. Mon expérience Chicago, Washington et New York, on peut peut-être les mettre dans le même sac. Ce sont des villes cosmopolites avec une population éduquée, une économie variée, un afflux important d'étrangers. Exemple New York, 35 000 Français recensés à New York. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une petite ville, enfin d'une ville en France. 360 entreprises françaises à New York. Et dans ces villes, à nouveau, puisqu'elles sont cosmopolites, afflux d'étrangers, mais il y a également des organismes importants dans la préservation et la promotion de la langue française. Je parle de l'Alliance française, à la fois à Chicago, Washington et New York, des chambres de commerce franco-américaines,
mais aussi de la Chambre de commerce belgo-américaine, Belcham, notamment à New York. Le français, on peut dire, n'est peut-être pas une langue usuelle dans les affaires en général, mais elle est une excellente porte d'entrée. Une petite expérience personnelle, à nouveau dans un organisme international, en 1992, donc en 92, j'ai la chance d'être président du Festival international de la francophonie à Washington, et à ce titre, je suis invité par l'Organisation des États américains à présenter la francophonie à l'initiative du délégué canadien, qui était anglophone pourtant, et qui décide de créer une journée francophone française au sein de l'OAS, à nouveau l'Organisation des États américains. J'ai pris la parole, j'ai présenté le mea culpa, j'ai pris la parole en anglais, je n'aurais pas dû, mais enfin, je ne savais pas qu'il y avait une interprétation simultanée. Et à la fin de mon intervention, pas mal de délégués auprès de l'OAS ont pris la parole, tantôt une présentation programmée, préparée, mais tantôt aussi spontanément. Et des représentants de petits pays, exemple Saint Kitts et Nevis, Trinité et Tobago, dans un français absolument impeccable. Et là, j'étais vraiment sidéré de voir que l'OAS regroupe les pays, des pays anglophones, lusitanophone, hispanophone et francophone, à nouveau Haïti, mais le français reste extrêmement prisé. Alors, rapidement, je me permets, on en discutera certainement avec les participants à ce débat. Ce que j'ai recueilli aussi des personnes que j'ai interrogées et de mon avis personnel aussi, c'est qu'il ne faut pas mener un combat d'arrière-garde pour le français. L'anglais est important, l'anglais est devenu l'espéranto mondial au fil des années, même s'il est souvent rabaissé à l'état de pidgin. On dit l'anglais, pas certain que tout le monde parle bien l'anglais. Alors la définition de pidgin, donc P-I-D-G-I-N, c'est une langue seconde créée à partir de plusieurs systèmes linguistiques à la capacité d'expression limitée et utilisée simplement comme langue de relation. Donc beaucoup de gens disent je parle anglais, mais en réalité ils le baragouinent. Quoi qu'il en soit, l'anglais est devenu extrêmement important de par l'influence surtout américaine, une influence politique, culturelle avec un petit c, je précise, et militaire. Le monde évolue et avec lui les langues évoluent, mais aussi les mentalités, les besoins, les nécessités. Exemple 2008, je dis bien, le Rwanda a adopté l'anglais comme langue officielle au lieu du français. Pourquoi ? Pour aplanir les rivalités entre Tutsis et Hutus après le génocide, mais aussi s'inscrire dans une économie mondiale. C'est un état de fait, il n'y a pas à lutter contre cela. Donc, pas de combat d'arrière-garde pour le français. Ne nous intéressons pas spécifiquement au quantitatif. Combien de locuteurs en anglais, en espagnol, en français. Mais intéressons-nous au qualitatif. Le français comme langue de démocratie, comme langue de valeur, comme langue de culture, de nuance, d'ouverture, de respect des droits de l'homme, de tolérance, d'acceptation, toutes ces valeurs extrêmement importantes. Un peu comme l'Organisation internationale de la francophonie, nous sommes tous reliés par un dénominateur commun, que sont les valeurs que je viens de citer. Et je crois qu'on doit aussi promouvoir le français comme langue fonctionnelle. On n'apprend pas une langue pour le plaisir d'apprendre une langue, on apprend une langue avec des objectifs. On apprend une langue pour jouer, ce sont les enfants. On apprend une langue pour lire, pour travailler, pour voyager, pour rencontrer les gens. Donc à nouveau, français, langue de valeur et non pas quantitativement millions de locuteurs. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention, mais le débat est ouvert. Alors, merci beaucoup, Monsieur Guénen, pour cette fascinante intervention. C'est vraiment très riche. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées sur lesquelles les autres invités pourront rebondir ensuite, donc, ou les gens du public tout autant. Donc, nous allons poursuivre avec notre second invité aujourd'hui. Il nous parle depuis le Nouveau-Brunswick. Il s'agit de Monsieur Gaétan Thomas. Donc, je vous le présente brièvement parce que voilà, comme M. Guénen, comme M. Terry ensuite, ils ont des longues feuilles de route bien remplies. Alors, j'ai sélectionné quelques petits morceaux. Donc, M. Gaétan Thomas est président directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, c'est un groupe d'entrepreneurs et de gens d'affaires qui ont à cœur le développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d'affaires francophone. Et j'ai trouvé leur leitmotiv, leur vision, et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Donc, la vision du Conseil économique du Nouveau-Brunswick et la communauté d'affaires francophone est le chef de file du développement économique de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, ça rentre dans la thématique d'aujourd'hui parfaitement. Monsieur Thomas a connu une longue carrière chez Énergie Nouveau-Brunswick, c'est une carrière qui a débuté en 1982. Il a été président-directeur général de 2010 à 2020, aussi vice-président du nucléaire et de la distribution et du service à la clientèle, honoré à 5 reprises par le Atlantic Business Magazine en tant que top CEO, en tant que top PDG pour la région Atlantique. Donc, c'est quelqu'un avec une riche carrière d'homme d'affaires et de citoyen engagé pour sa communauté, la communauté francophone notamment, qui va s'adresser à nous aujourd'hui. Donc, Monsieur Thomas, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité, la Fondation Nous et tous les intervenants, M. Terrier, M. Guénin. C'est un honneur pour moi d'être ici, représenter le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, ça sonne petit, c'est pas une grande place, mais c'est quand même un endroit où est-ce qu'on pèse un peu plus que notre poids, parce que je vais vous parler de 3 aspects. Puis un, c'est notre historique. On a quand même une riche histoire. Je vais parler aussi de tout ce contexte économique que le Nouveau-Brunswick est en train de faire et de faire vivre en Amérique du Nord et internationalement. Et au Conseil économique, notre mission de propulser l'économie du Nouveau-Brunswick, ça se fait à travers la francophonie internationale pour les entrepreneurs et les citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick. Premier en histoire, OK? Puis on parle toujours de la déportation en 1755 et que ça causait beaucoup d'émoi, évidemment, au Nouveau-Brunswick. Les Acadiens, les Acadiennes ont été déportés. Et j'ai appris quelque chose de M. Guénin. Alors, on dit Cadien, on ne dit pas Cajun, mais les Acadiens ont été vers toutes sortes de directions, le Maine aux États-Unis, le Québec. Il y en a qui ont péri en mer et il y en a qui sont arrivés en Louisiane. Alors, quel merveilleux endroit pour les Acadiens, parce que c'est un endroit où il y a une culture riche. Et je crois que les Acadiens qui sont devenus Cadiens ont vraiment bénéficié d'un endroit formidable pour améliorer, agrandir leur culture. Et même qu'en Acadie, il y a une bonne relation. On a Zachary Richard, c'est un ami acadien et il venait, moi, quand j'étais jeune à la Polyvalente, chanter à Tracadie. Alors, c'était quand même, la Louisiane et l'Acadie, ça date de très, très longtemps. Et quand je pense à cet historique-là, mes parents me disaient toujours que l'adversité bâtit le caractère. Bien, les Acadiens, les Acadiennes, ils ont démontré une résilience quand même incroyable pour revenir au Nouveau-Brunswick. Et en 1967, avec Louis-J. Robichaud, notre premier ministre, le premier ministre acadien, on a développé le bilinguisme officiel, la seule province bilingue au pays. Alors, le Canada, on a 2 langues officielles, mais au fond, au Nouveau-Brunswick, tout citoyen, citoyenne peut apprendre soit l'anglais, le français ou les 2 à volonté. Alors, ça, c'est partout dans la province, la seule province au pays qui est officiellement bilingue. Et petit à petit, on parlait toujours de la culture des Acadiens, les Acadiennes, mais on ne parlait pas beaucoup du côté économique. On avait une force de travail qui était reconnue pour être très vaillante historiquement. C'est reconnu partout dans l'Ouest canadien, les chaudronniers, tous les gens de métier, quand ils viennent du nord-est ou du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, des Acadiens, des francophones, on savait qu'on avait des bons travailleurs. Puis, petit à petit,
on a commencé historiquement à vraiment développer notre économie. Et dans les années 1980-1985, plus, on est devenu une centre de capital, une sorte de capital pour les centres d'appel. Et de là, on a créé une compagnie du Nouveau-Brunswick qui s'appelait NBTel et on a créé un noyau de télécommunications très fort, même aussi fort que, par exemple, on a des systèmes de télécommunications au Nouveau-Brunswick, dans la région de Moncton, aussi fort qu'à Toronto, Montréal, toutes les autres villes. Alors, c'est la francophonie qui a permis ce développement-là et même que l'impact, on est le tiers de la population, l'impact économique du bilinguisme et des francophones a été mesuré par des économistes à 38 %. Alors, c'est pour ça que je dis que la francophonie du Nouveau-Brunswick, on pèse un peu plus que notre poids. C'est un anglicisme que j'ai traduit là. Puis, quand on parle de vivre en francophone au Nouveau-Brunswick, on était minoritaire, mais on a tous les mêmes droits. Puis moi, j'ai eu la chance de devenir le premier président, directeur général de la compagnie d'électricité dans 100 ans d'histoire qui était acadien et francophone. Et on a fait beaucoup de changements au point de vue le service à la clientèle. Et je vois de plus en plus que cette francophonie culturelle est maintenant devenue une francophonie économique. Et je veux ramener maintenant le levier ou le poids du Nouveau-Brunswick international. On est reconnu parmi les 54 pays et gouvernements comme membre de plein droit à l'OIF, et l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, c'est pas peu dire parce qu'une petite province de 750 000 habitants, un tiers francophone, 250 000, être membre à part entière de l'OIF. Et quand on a vraiment compris cet impact économique en 1999 au sommet de la francophonie à Moncton, international, quand tout le monde est venu là, l'impact économique a été énorme pour le Nouveau-Brunswick. Notre université francophone de Moncton a quintuplé son nombre d'étudiants depuis 1999. Alors, en 20 ans, on a grandi. On avait une centaine d'étudiants internationaux. Maintenant, c'est à peu près plus de 500. Et notre économie au collège communautaire, on a quadruplé le nombre d'étudiants au collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans les dernières 10 années. Alors, quand on parle de l'impact économique de ces étudiants-là au Nouveau-Brunswick, seulement l'impact économique, on parle de plus de 310 millions de dollars. Alors, c'est quand même énorme et c'est pour ça que le mouvement francophone au Nouveau-Brunswick continue de s'agrandir. On a aussi créé, dans les dernières années, un réseau d'écoles privées à travers notre curriculum en Afrique. On a débuté en Tunisie. Alors, on a une école à Sousse qui s'appelle l'Acadie en Afrique et en Tunisie. Et maintenant, on a une stratégie pour agrandir le territoire en passant par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, où est-ce qu'il y a beaucoup de francophones. Et le but de tout cela, c'est vraiment d'avoir des étudiants, des étudiantes qui vont apprendre le système scolaire du Nouveau-Brunswick et pourront revenir au Nouveau-Brunswick faire leur degré en université ou au collège communautaire. Et on a une population vieillissante. Au Nouveau-Brunswick, beaucoup de nos populations francophones étaient dans les régions rurales. L'Acadie, c'était dans une région assez rurale. Et c'est encore, il y a des villes alentour, mais il n'y a pas de Montréal en Acadie, là. Alors, on a besoin de cette population, de cette immigration efficace et les liens qu'on est en train de bâtir avec l'Afrique, avec la France, avec la Belgique, vont nous permettre de vraiment grandir notre économie et vraiment pouvoir continuer à faire de l'exportation. Comme vous savez, les populations acadiennes, la transformation du poisson, on a le meilleur homard au monde, le crabe,
on a des huîtres, on a tout ça. Et c'est reconnu internationalement. Et on parle de près de 2000 emplois équivalents juste dans une petite population acadienne pour desservir le monde. On parle de plusieurs centaines de millions d'exportations en fruits de mer qui viennent de l'Acadie. Le levier économique que la francophonie a créé, ça a commencé culturellement, parce qu'on disait toujours que c'était agréable, les parties acadiens, la fête de l'Acadie, tout ce qu'on fait le 15 août, le tintamarre, qui est une belle démonstration. On aime faire du bruit, puis on frappe les chaudrons. Le 15 août, Caraquet se transforme en une ville presque aussi grosse que Moncton, simplement avec le tintamarre. Ça vient de partout. Le premier ministre Trudeau est venu une couple de fois. Le point, c'est maintenant une force économique. Et cette économie-là, je vais parler maintenant du potentiel. Okay? Quand on parle du potentiel, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un bassin de 890 millions de dollars. 890 millions de personnes avec qui nous partageons une langue commune. Alors, c'est pas peu dire, on parle de presque 1 milliard de personnes. Alors, c'est pour ça que ces événements comme ceux-ci, où est-ce qu'on se rend compte, en Amérique du Nord, en Amérique, on a 33 millions de francophones, du Brésil, en passant par plusieurs villes aux États-Unis, la Louisiane, le Québec, le Nouveau-Brunswick, mais on a des francophones en Ontario, on a un grand nombre en Ontario, en Saskatchewan. Alors, vous voyez qu'il y a des francophones partout, mais de plus en plus, on commence avec la globalisation, on est capable de se connecter de façon virtuelle, mais aussi grandir nos réseaux économiques. Si on parle par exemple, d'exportation depuis 2010, nos exportations du Nouveau-Brunswick ont passé de 200 millions à plus de 345 millions en dedans de 10 ans dans les pays de l'OIF. Alors, quand vous voyez l'importance du Nouveau-Brunswick ayant un statut privilégié à l'OIF, ayant tenu le sommet de la francophonie en 1999, ça nous a mis sur la map mondiale. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que faire affaire au Nouveau-Brunswick, c'est logique, là. On peut avoir une conférence à midi puis parler à nos amis de la Saskatchewan ou de la Californie. On peut parler aux Européens durant la même journée. Alors, un, c'est au début de la journée, l'autre, c'est à la fin de la journée, puis nous autres, on mange notre sandwich en étant en conférence avec des partis. Alors, il y a une facilité de rejoindre deux continents avec l'heure de l'Atlantique qui est 1 heure d'avance sur l'heure avancée de l'Est. Alors, il y a toutes sortes de potentiels. Quand Siemens, une grande compagnie allemande, est venue s'installer à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ils ont considéré ça comme un fait important de la location du Nouveau-Brunswick. Je ne peux pas parler sans parler des plages, des rivières, des lacs, de la beauté du paysage, de l'espace qu'on a. Là, je fais mon vendeur du Nouveau-Brunswick, mais je vais finir avec le potentiel du Nouveau-Brunswick. Le potentiel du Nouveau-Brunswick, c'est qu'en étant bilingue, on peut vraiment élever une famille dans les 2 langues. La majorité des francophones au Nouveau-Brunswick sont bilingues, pas la majorité des anglophones sont bilingues. Alors, vous voyez l'avantage qu'on a. En général, les francophones réussissent mieux parce qu'ils partagent 2 langues, 2 cultures. On apprend, je crois qu'on apprend plus la tolérance. Puis avec tout ce qui se passe au niveau international, moi, je peux vous assurer que quand j'étais le président du conseil des opérateurs nucléaires à Atlanta, j'étais à Saint-Pétersbourg, j'étais sur le conseil mondial, puis on était plus du tiers qui étaient des francophones. Alors, on était 4 de nous autres à la table ayant déjeuné en français à Saint-Pétersbourg, en Russie. Alors, c'est là que je me suis aperçu, comme M. Guénon a mentionné, que le français, il est là. Il est là pour rester, il est là pour vraiment... Et c'était très, très plaisant d'avoir cette conversation-là. J'ai eu la même conversation avec le même groupe en Chine puis en Corée. Parce que
les acteurs nucléaires, évidemment avec EDF, qui est un joueur principal, mais en vendant leur système en Chine, qu'est-ce qui est arrivé? Les Chinois, qui sont devenus des superviseurs de centrales nucléaires, parlent le français parce qu'il a fallu qu'ils apprennent la technologie française. Alors, on parle de Chinois, puis moi, j'ai parlé des Chinois qui parlaient mieux français qu'anglais. Alors, vous voyez que ce soit le nucléaire, que ce soit la culture, mais que ce soit l'aspect on a un curriculum au Nouveau-Brunswick qu'on peut partager avec le monde. Et on a besoin au Nouveau-Brunswick d'à peu près 10 000 immigrants par année. Et on veut s'assurer que le pourcentage, au moins de 33 % de ces immigrants-là sont francophones. On n'a pas réussi à faire dans les années précédentes, mais avec notre plan d'action qu'on a au Conseil économique, on veut s'assurer. Alors, le potentiel, c'est, moi, je crois qu'on pourrait, en exportation, augmenter de 350 millions de dollars à plus d'1 milliard de dollars. Et ça serait créé par le fait que la francophonie est très vivante. Je termine avec Charles de Gaulle. Quand il est venu à Québec, je me rappelle toujours, il a dit « Vive le Québec ». Il a dit « Vive la France ». Ça avait causé beaucoup d'émoi au Canada. Mais d'une façon, moi, je vais juste ajouter « Vive l'Acadie », « Vive la Louisiane », « Vive la Belgique », « Vive l'Afrique ». Et évidemment, vive l'Amérique du Nord parce qu'on a 33 millions d'entre nous qui vont avoir du plaisir ensemble tout en faisant de belles affaires ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, merci beaucoup, M. Thomas, pour cette présentation. Effectivement, on peut constater toute la potentialité, tout le potentiel, la richesse que représente le fait de parler français. Et comme vous l'avez mentionné, on reviendra peut-être là-dessus, mais ce n'est pas seulement une richesse culturelle, mais c'est aussi une richesse économique et les deux ne sont pas opposés, peuvent aller ensemble. Et on a un membre du public, avant de continuer, qui nous mentionne avoir été étonné de s'être fait servir entièrement en français lorsqu'il est allé jouer au rugby à Fredericton. Et donc, il a apprécié son voyage et le Nouveau-Brunswick. Et voilà. Donc, on va passer à notre prochain invité qui, lui, est à Québec. Il s'agit de Fabrice Terrier. Donc, bonjour Fabrice, je vous présente. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Alors, Fabrice, vous travaillez chez Québec International. Vous êtes conseiller en attraction et rétention des étudiants internationaux, et ce, depuis 2018. Donc, Québec International est vraiment voué à créer, en fait, au sein de la grande région de Québec, à conseiller en fait, les établissements, à les appuyer aussi dans leurs efforts d'attraction à l'international, donc de faire venir des étudiants ou des travailleurs au sein de la région de Québec. Et puis vous êtes un diplômé de sciences politiques à l'Université Laval. Vous avez été impliqué durant 2 années à la Chambre de commerce française au Canada, section Québec. Et dans le cadre de cet engagement, vous travaillez à rapprocher les milieux des affaires français et québécois dans la région de Québec. Donc, vous avez vous aussi une vaste expérience de la mobilité internationale, de la francophonie en termes d'attraction, de rétention, et c'est ce dont vous allez nous parler notamment. Vous êtes vous-même un Français vivant au Québec. Vous avez, je crois, grandi en Afrique à travers le système des réseaux de lycées français. Donc, vous avez vraiment une expérience personnelle et professionnelle très liée à la francophonie. Donc, je vous laisse nous en dire un peu plus. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je remercie aussi Francophonie sans frontières et l'Institut Nous pour l'invitation. C'est très intéressant. Et donc, je vais commencer un peu comme Monsieur Guénen. Modestement, moi aussi, j'aimerais vous parler un peu de mon expérience parce que vous allez voir que c'est très en lien avec la francophonie, en fait. Donc, comme vous l'avez dit, Mélissa, moi, là-bas, je suis français. Mais j'ai grandi en Afrique. J'ai vécu au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun. Donc, tous les pays que je viens de vous citer, c'est des pays francophones. Et donc, oui, j'étais dans le réseau des lycées français à l'étranger. Mais évidemment, on a toute cette culture francophone, comme je peux l'appeler, qui m'a amené justement à tomber amoureux en fait de la francophonie.
Puis suite à mes études donc secondaires, le lycée, j'ai fait 1 an d'université à l'Université de Genève, parce que Genève fait partie de la Suisse francophone. Puis ensuite, je suis venu faire un diplôme universitaire en sciences politiques ici à l'Université Laval, dans la capitale du Québec, la ville de Québec. Et donc tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste pour vous dire que c'est possible en fait de voyager en français, de découvrir plusieurs cultures en parlant français, de rencontrer beaucoup de personnes en parlant français et d'acquérir une expérience, tout ça en parlant français. Puis après mes études, justement, moi, je travaille en plein, comme vous l'avez dit, chez Québec International. Québec International, c'est une agence de développement économique. C'est l'agence de développement économique pour la grande région de Québec et on a plusieurs mandats, dont un mandat d'attraction de talent qui a comme pour objectif d'aider des entreprises de la grande région de Québec et des établissements d'enseignement dans leur recrutement à l'international. Et donc, justement, quand moi je parle un peu de ce que je fais et de mon parcours, tout le monde me dit « Ah, mais tu dois parler plein de langues, en fait. » Puis moi, je suis comme je me débrouille en espagnol. Évidemment, j'ai dû valider un niveau d'anglais comme la plupart des gens de nos jours. Mais en fait, moi, au niveau de mon travail, ça se fait beaucoup en français. On a la chance, chez Québec International, d'avoir vraiment des collègues du monde entier, beaucoup de personnes d'Amérique latine qui avaient pour seconde langue le français. Donc, des personnes qui venaient du Venezuela, du Brésil et qui avaient appris le français avant même d'apprendre l'anglais et qui travaillent ici avec moi dans la ville de Québec. Donc ça, je voulais vraiment vous partager cette expérience-là pour vous dire que c'est possible en fait de faire une carrière à l'international en parlant français. C'est possible de donc faire des partenariats au niveau de l'international en parlant français. Et là, en vous parlant de mon expérience, vous voyez que j'ai pu évoluer en français dans 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ça, on l'oublie trop souvent, je trouve, à quel point, en fait, le français est quand même répandu dans plusieurs continents, en fait. Et donc, là, j'aimerais juste enchaîner sur ce que je fais au quotidien. Donc, moi, j'appuie beaucoup les établissements d'enseignement de la grande région de Québec dans leur recrutement d'étudiants. Et, par exemple, pour les programmes au niveau cégep, ce qu'on appelle un cégep au Québec, c'est quelque chose qui vient après le lycée en France, mais avant l'universitaire. Donc, c'est du post-secondaire, mais c'est quelque chose qui existe vraiment juste au Québec. Et donc, pour ces programmes-là, au niveau des cégeps, au niveau des centres de formation professionnelle, le niveau de français exigé, c'est un niveau B2. Donc, intermédiaire plus. Il y a certains programmes qui exigent un niveau A1. Et au niveau universitaire aussi, quand on recrute à l'international, il faut parler français pour venir étudier ici. Il y a des tests de français que tout le monde doit passer, même si vous venez de France, pour avoir votre diplôme ici. Et donc, nous, les missions qu'on organise sont évidemment dans des pays francophones. Et donc, on a des établissements d'enseignement qui rencontrent des milliers d'étudiants francophones pour justement leur parler des études au Québec, pour leur dire pourquoi ne pas envisager le Québec après leurs études secondaires. Et on fait aussi, en fait, des missions dans des pays non francophones comme la Colombie, le Mexique, le Brésil. Et il y a des francophones dans ces pays-là. Il y a une grosse proportion de francophones qui sont super intéressés à voyager à l'international en français, à venir travailler en français, à possiblement faire un projet d'immigration en français. Et donc, mon témoignage de ce que je vois au quotidien, de ce que je fais dans mon travail, prouve que c'est possible, en fait, comme je le disais, d'acquérir une expérience professionnelle en français. Puis donc, au niveau de l'économie, parce que pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de voyager ou pour le plaisir de rencontrer des nouvelles cultures, c'est parce que quand on recrute un travailleur ou quelqu'un qui vient étudier, il apporte de la richesse économique. Par exemple, il y a eu un communiqué du ministère de l'Immigration du Canada, donc IRCC pour son acronyme, qui date du 12 février dernier et qui dit en fait
que les étudiants internationaux, je vais vous dire le chiffre, ben, ça apporte plus de 21 milliards de dollars par année à l'économie canadienne. Et là, moi, c'est vraiment un peu mon combat, c'est que oui, quand on pense à l'international, on pense beaucoup aux exportations, on pense à la diplomatie, et c'est très juste. Mais justement, les études, c'est venir étudier dans un autre pays, parler français dans un autre pays en étant francophone, ben, on représente une richesse économique et pour le pays d'accueil, mais aussi pour le pays d'origine, parce que ça fait des expériences en plus, puis c'est des façons de faire qu'on peut ramener dans son pays, en fait. C'est aussi des façons de faire qu'on amène de son pays dans le pays d'accueil. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, la mobilité francophone, elle est possible. Quand on regarde les prévisions avec la jeunesse, en fait, qui va vraiment aller en expansion, par exemple, sur le continent africain, ben, la mobilité étudiante, c'est l'avenir, le développement économique au niveau des études, c'est en plein dans l'avenir et le français aura sa place là-dedans. Et j'aimerais juste terminer en disant que Québec International fait une étude auprès des étudiants internationaux chaque année pour connaître leurs enjeux, pour connaître leurs obstacles. Et on leur pose la question de pourquoi ils viennent à Québec, en fait. Et très souvent, on pense que voilà, c'est pour voyager, c'est pour découvrir le Château Frontenac. Et je pense qu'il y a une partie que c'est ça. Mais ce qui est ressorti dans notre dernier sondage en 2020, c'était les opportunités professionnelles, en fait. Donc, les gens voyagent pour justement avoir de l'expérience professionnelle et faire des études à l'international. Ça permet d'avoir cette expérience-là professionnelle. Et pourquoi c'est possible de voyager? C'est parce que justement, on parle cette langue-là, comme je l'ai dit au début de mon intervention, on exige un niveau de français pour pouvoir travailler ou étudier dans des pays francophones. Et donc, le fait d'avoir cette facilité de pouvoir venir étudier dans sa langue maternelle, et qu'on voit qu'en fait, les gens sont motivés par les opportunités professionnelles et donc ils apportent cette richesse économique-là, ben, ça prouve vraiment qu'il y a un avenir pour la francophonie. Et donc, moi aussi, je terminerai en disant, ben, en fait, vive la francophonie, voyager, parler français. Le français, c'est vraiment une langue qui nous permet de nous faire comprendre des fois dans des détails. Mais finalement, on peut vraiment avoir un lien avec l'international. Et donc, mon conseil, c'est de dire, c'est pas parce que vous parlez juste français que l'international est fermé pour vous. Bien au contraire, il y a un monde d'opportunités pour les francophones et propager la bonne parole si vous aimez la langue française, parce qu'on a besoin de personnes comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Terrier. Donc, une autre présentation vraiment très intéressante. Donc, on est maintenant arrivé à la partie discussion, c'est-à-dire que entre vous, messieurs, ou les membres du public, nous allons pouvoir tous échanger. J'avais envie de vous demander en fait de rebondir sur les propos les uns des autres, mais on vient de me faire parvenir des questions du membre du public, donc je crois que je vais en partager quelques-unes avec vous, et ensuite on pourra peut-être continuer la discussion si jamais l'un d'entre vous voulait revenir sur le point d'un autre, etc. Alors, tout d'abord, une question qui va s'adresser à Monsieur Guénen, qui était notre premier intervenant. Donc, Monsieur Guénen, vous avez mentionné que les échanges économiques se tenaient principalement en anglais en Belgique. Selon vous, comment pourrait-on renforcer la place du français? Est-ce que cela passe par la promotion du bilinguisme en Belgique? Oui, c'est délicat. La Belgique est un peu un cas à part. Les langues, le néerlandais et le français surtout, dans une moindre mesure l'allemand, parce que comme j'indiquais, sur 11 millions d'habitants, on n'a que 80 000 locuteurs. Néanmoins, ces germanophones de Belgique ont leur propre parlement, ils ont leur propre ministre-président, ils ont leur communauté germanophone, donc ils ne sont pas négligés. C'est une minorité, une infime minorité, mais ils ne sont pas négligés. Attachons-nous aux flamands et aux wallons, donc aux néerlandophones et aux francophones. C'est un problème politique en Belgique, c'est une pomme de discorde. Jusque les années 70, donc 70,
c'est les francophones, bien que minoritaires, 4 millions, 4 millions et demi, qui avaient un peu la main mise sur le pays. La richesse du pays était clairement vers le sud, dans la Wallonie, notamment avec les grandes entreprises sidérurgiques, les grandes verreries, tandis que le nord n'avait guère que le port d'Anvers, important certes, mais c'était beaucoup plus rural à l'époque. Et puis, tout à coup, ça a changé. La richesse, clairement maintenant, est dans le nord de la Flandre, et donc, il y a eu en Flandre une prise de conscience du fait que le flamand a été un petit peu mis à l'écart, ou du moins, je ne veux pas dire moqué, mais presque, pendant une grande partie, pratiquement depuis 1830, depuis notre indépendance jusqu'aux les années 1970. Et donc, il y a maintenant une position très ferme en Flandre de garder le flamand, de parler uniquement flamand. Chacun en Belgique, en fait, c'est une espèce de consensus à la belge, peut-on dire. On arrive toujours à un accord in fine. Chacun parle sa langue, mais chacun est censé comprendre la langue de l'autre. Et par exemple, une réunion, je me souviens à Washington à l'ambassade, c'est assez amusant parce qu'il y a des employés américains aussi. Chacun parle sa langue et on doit comprendre malgré tout ce que dit l'autre en néerlandais. Et donc, c'est un petit peu ça. À Bruxelles, par exemple, Bruxelles est clairement une ville francophone, à 90% francophone, mais dans le privé, dans les banques, par exemple, le dénominateur commun, une espèce de modus vivendi qui arrange tout le monde, c'est l'anglais. Moi, j'ai la famille et des amis qui travaillent dans les banques. Ils fonctionnent en anglais, à Bruxelles en tout cas. Malgré le fait que vous le dites que ce soit une ville à grande majorité francophone. Oui. Donc, on a encore un peu cette idée de l'anglais qui est la langue des affaires qui prédomine. Et on a un petit peu tendance, en tant que francophone, à dire bon, on a quand même une langue internationale. Nous sommes moins portés par rapport au Québec, par exemple, où là, c'est vraiment c'est un isolement géographique de 6 millions de francophones. Ils doivent adopter une attitude très ferme, très stricte. Sinon, ils vont se faire bouffer, passez-moi l'expression, par les Anglais. Hein. Mais tandis qu'en Belgique, nous, on se repose toujours sur la France. On dit oui, bon, laissons faire, même si on parle un peu anglais, on a encore 70 millions de Français, plus les Luxembourgeois, plus les Suisses. Donc, on a un petit peu cette attitude un peu, je ne vais pas dire, c'est pas de supériorité, c'est pas ça, mais en disant une attitude confortable en tout cas. Oui, il y a peut-être moins de précarité de la langue qu'au Québec ou dans d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick ou la Louisiane, etc., en ce qui a trait à la langue. Merci beaucoup, Monsieur Guénen. Donc, je vais poursuivre avec les questions de certains participants. Donc, cette fois-ci, c'est adressé à Monsieur Thomas. Donc, Monsieur Thomas, l'exemple du Nouveau-Brunswick est très inspirant pour la Louisiane. Selon vous, quel est le principal levier que les Louisianais pourraient mettre en place pour passer d'une francophonie culturelle à une francophonie économique? Donc, c'est ce que vous nous aviez mentionné. En fait, c'est un peu déjà entamé, ce passage du levier culturel au levier économique. Mais concrètement, quelles pourraient être des mesures supplémentaires qui pourraient être mises en place pour permettre donc d'accéder à cette francophonie économique? Nous autres, au Nouveau-Brunswick, dans le début des années 80, on a formé notre conseil économique. Alors, historiquement, on a fondé ça ça a commencé en Acadie. Et après ça, on a même commencé avec le conseil économique acadien du Nouveau-Brunswick, mais pour faire face à toutes les réalités francophones de la province, parce qu'on avait le Nord-Ouest, il y avait beaucoup de Québécois qui étaient au Nord-Ouest, et les autres s'appelaient les Braillons, puis on avait aussi des immigrants. Alors, ils ne s'associaient pas tous à l'Acadie. Alors, on a enlevé le nom acadien pour faire sûr qu'on était devenu une force économique. Alors, on est un des organismes qui a parti en Acadie, mais qui n'a pas gardé le nom acadien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas fiers de notre histoire, c'est parce qu'on voulait rassembler tous les francophones. Alors, je crois que vous avez des nombres semblables au Nouveau-Brunswick. Si vous pouvez créer, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, créer une organisation de conseil économique, et il faut vraiment faire le focus sur le conseil économique. L'Ontario vient de se former une communauté francophone
économique. Alors, ils se servent de nous autres, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, et ça nous ferait plaisir de travailler en collaboration avec vous autres. Si vous avez déjà un conseil économique, et si vous n'avez pas, moi, j'y penserais fortement. Et vous allez voir que quand vous avez tous ces entrepreneurs, ce sont des gens, les entrepreneurs, ce sont des gens innovateurs, innovatrices. Ces gens-là vont vraiment trouver des solutions. Et la culture qui ressort comme le banquet économique du Conseil économique, les anglophones veulent y assister parce que c'est beaucoup plus plaisant qu'un seulement du côté anglophone. Et M. Guénin a parlé de la culture des États-Unis qui vient du militaire. Ça, on a vu ça dans le nucléaire, là. Il y avait toujours des débats entre les Français, les Chinois, les Américains, les Russes. Les Américains et les Russes étaient tous avec le militaire, commande et contrôle. Mais les Français et les Chinois, et moi, j'étais un Canadien parmi tout ça, qui était parfois le peacemaker, le facilitateur de paix. On s'aperçoit que la nouvelle culture de la langue française est beaucoup plus importante en affaires aujourd'hui que dans le temps passé où est-ce qu'on pouvait faire moins de transparence, plus d'autorité. Alors, les entreprises globales, il y a beaucoup de synergie. Alors, moi, je crois qu'en Louisiane, vous pouvez être le point central de la culture francophone aux États-Unis. Ça, je le sais. Vous l'êtes déjà, mais en tout cas, j'aimerais travailler avec vous autres. Peut-être qu'on peut utiliser ce moment justement pour demander à Scott Tilton, qui est en Louisiane, s'il a un retour justement par rapport à ce que vient de dire M. Thomas, à la création justement d'entreprises et de passer vraiment à une francophonie économique en Louisiane ou une collaboration avec le Nouveau-Brunswick ou autre. Est-ce que vous avez un commentaire ou je vous laisse céder la parole. Tout à fait. Je pense qu'il y a un retour d'expérience formidable dans le sens qu'en Louisiane, c'est un peu notre rêve pour le moment. C'est vraiment, on commence à en parler de plus en plus. Et je pense parmi la jeunesse particulièrement, il y a plein d'entreprises en ce moment. Il y a des médias francophones, il y a d'autres entreprises qui sont en train de se développer. Et je pense que prochainement, on doit exactement commencer à réfléchir de regrouper des entreprises. Il existe déjà des chambres de commerce, il existe francophones, il existe des organisations dans des différentes paroisses, mais je pense qu'effectivement, on va continuer à se mobiliser, se coordonner entre ces entreprises, entre ces institutions qui existent déjà, mais aussi créer les ponts avec le Nouveau-Brunswick, créer le pont avec le Québec. Je pense qu'on a tellement un avenir aux États-Unis. Je pense qu'il y a 11 millions de francophones déjà, mais même, on a fait une vidéo l'autre jour que la Louisiane a un gros potentiel d'être un peu l'enfant hipster des États-Unis, de venir vraiment avoir une économie un peu alternative aux États-Unis. Et je pense que la francophonie nous ouvre à cette opportunité. Absolument. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une question pour Monsieur Terrier cette fois. Donc, je vous la lis. Alors, donc, Monsieur Terrier, vous avez mentionné l'importance de l'éducation et de pouvoir accueillir des étudiants francophones. Selon vous, comment peut-on valoriser les perspectives professionnelles associées à la francophonie auprès de ces étudiants? Merci beaucoup pour cette question. C'est une excellente question. Je pense que ce qui rassure, c'est évidemment des témoignages des personnes qui ont déjà tracé cette voie. D'ailleurs, c'est le thème de notre conférence aujourd'hui. C'est qu'il faut justement qu'on fasse un peu plus de bruit sur des personnes qui ont passé le pas de faire des études en français ailleurs que dans leur pays et qui finalement ont donc trouvé un emploi après, soit dans ce pays d'accueil, soit qui ont trouvé un emploi suite à leur séjour en fait à l'international. Nous, concrètement, c'est vraiment l'axe qu'on prend au Québec international, c'est une agence de développement économique. Donc, d'habitude, c'est beaucoup plus les établissements ou des regroupements d'établissements qui font du recrutement international. Pourquoi on a reçu ce mandat-là du ministère de l'Immigration québécois? C'est parce que, justement, ce qu'on veut, c'est que ces étudiants, s'ils sont heureux à Québec, on va essayer de leur donner des opportunités pour qu'ils puissent améliorer leur réseau, connaître un peu mieux l'écosystème économique pour justement pouvoir rester s'ils le peuvent. C'est sûr que malheureusement, l'immigration, petit conseil, c'est compliqué dans tous les pays. C'est très, très, très compliqué de faire un projet d'immigration. Donc, c'est sûr qu'il y a des obstacles et la culture, des fois, peut être plus un obstacle parce que même si on parle français,
justement, le général de Gaulle disait que les Québécois étaient des Français d'Amérique. Puis d'autres chercheurs après disaient non, c'est des Américains francophones. Donc, toute cette nuance entre est-ce qu'on est des Américains francophones, est-ce qu'on est des Français d'Amérique, est-ce que, comme vous l'avez dit, M. Guénen, la Belgique se repose un peu sur la France parce qu'ils ne sont pas trop loin, alors que le Québec se sent un peu isolé. Il y a toutes ces différences culturelles au sein de la francophonie qui peuvent être un obstacle pour un projet d'immigration. Mais pour répondre à la question, moi, je pense qu'il faut justement casser ces mythes-là et qu'il faut montrer des francophones qui arrivent donc à travailler à l'international. Et je peux vous citer un exemple très concret. Nous, à l'automne, on a réalisé 4 missions de recrutement avec des établissements d'enseignement d'ici. Puis, on a eu 3634 entretiens virtuels. Évidemment, avec la pandémie, tout était en virtuel. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3634 étudiants qui ont donc parlé en français avec un représentant d'un établissement d'enseignement qui se trouve de l'autre côté de l'Amérique du Nord. Donc, on peut parler de chiffres, de finalement, est-ce que ça aboutit sur quelque chose? Là, il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Mais juste se dire qu'il y a eu des milliers d'étudiants qui étaient intéressés par des études dans un autre pays et que des établissements d'enseignement ont pu dire, si tu étudies, par exemple, comptabilité ici, tu vas voir que c'est pas exactement la même chose que comptabilité en France, etc. C'est quand même une belle preuve que il y a une possibilité, en fait, de voyager à l'international en français, d'avoir une carrière à l'international en français. Et clairement, les établissements, ils misent de plus en plus, en tout cas à Québec, sur les opportunités professionnelles qui existent ici. Donc, pour répondre encore une fois à la question, c'est casser des mythes qu'en français, finalement, on ne peut pas se trouver un emploi après ses études. Très souvent, des étudiants se disent je vais aller étudier dans une université anglophone. C'est un peu plus classe, pardonnez-moi l'expression, sur le CV. Mais finalement, c'est pas vrai. Il y a des besoins aussi dans des pays francophones. Donc, c'est très, très important de promouvoir cette mobilité-là au niveau de l'éducation en français. J'espère que je répondais à la question. Je crois que vous avez très très bien répondu à la question. Merci beaucoup. Écoutez, messieurs, le temps file, mais je crois qu'on peut quand même répondre à quelques autres questions encore et j'aimerais aussi vous laisser le temps d'échanger peut-être rapidement entre vous. Donc, on a ici une question en fait de Gilles Grondin. Donc, c'est Gilles, c'est vous qui avez partagé une question bien aimablement avec les panélistes. Donc, en quoi la francophonie permettrait de développer une économie différente ou développer une nouvelle solidarité? Donc, en quoi est-ce que, c'est une question intéressante, Gilles, merci. Donc, en quoi est-ce que l'économie francophone pourrait-elle être peut-être différente ou créer une nouvelle solidarité? Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent? Moi, j'en ai, c'est évidemment, je pense que ce qui peut différencier par rapport à, mettons, tous les pays anglophones, c'est un peu l'histoire commune qu'on a tous ensemble et c'est un peu l'avenir dans le sens que il y a beaucoup de mélange entre c'est ça, des Français qui viennent habiter ici, qui restent, des Québécois qui vont habiter en France, qui restent finalement, des personnes du continent africain qui vont en France, des Français qui viennent aussi pour avoir des expériences à l'international, faire des stages sur le continent africain. On a par exemple en France tous les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer. Tout ça, c'est un brassage de culture exceptionnel. Et moi, je me dis souvent, mais moi, par exemple, on me demandait souvent, mais tu viens d'où? Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et finalement, comment je me ressentais, c'était, je suis un francophone. Et donc, je pense que c'est ça qui peut nous différencier, c'est que finalement, qu'on soit en Louisiane, en Guadeloupe, à Bruxelles, jusqu'en Polynésie, en passant par le Tchad, qu'est-ce qui réunit toutes ces personnes-là qui ont des cultures extrêmement différentes? C'est la langue française. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire la force de toutes ces personnes et qui pourrait nous différencier. Parce que oui, on pense beaucoup à la culture, mais l'économie, toutes les mobilités, étudier dans ces pays-là, travailler dans ces pays-là, ça peut vraiment créer de la richesse économique pour tous les francophones en fait, du monde.
Absolument, c'est là toute la richesse, effectivement, hein, de cette langue partagée par toutes ces nombreuses cultures, hein. Et la langue française, je ne sais plus qui, l'un d'entre vous, je crois que c'était vous, Fabrice, vous mentionniez que vous aviez croisé des gens parlant français sur 3 continents. Et en fait, c'est vraiment la langue présente, parlée sur tous les 5 hein, continents, le français. Donc, ce n'est pas rien outre le nombre, hein, on est vraiment donc présent géographiquement partout. Et je ne sais pas, Monsieur Grondin, si vous vouliez rebondir sur ce qu'avait raconté Monsieur Terrier à l'instant, comme c'était votre question. Est-ce que vous aviez une idée d'une économie différente ou d'une solidarité économique franco? Pas nécessairement. J'étais curieux d'entendre aussi les autres panélistes, pardon. Mais je pense qu'il y a évidemment l'élément culturel, c'est ce que Fabrice mentionne. Je pense que c'est beaucoup d'éléments culturels, le partage d'une histoire, le partage d'une connaissance. Est-ce que ça peut nous amener vers de nouvelles solidarités? C'est ça le sens de ma question, au pluriel, davantage qu'au singulier. Donc, je suis très curieux parce que l'économie, le développement de l'économie en français, en espagnol ou dans une autre langue demeure le même développement de l'économie, dans le fond, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment tirer pour développer davantage cet esprit de solidarité-là? Je pense que c'est important. Hein. Donc, c'est ça. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait répondre ou aurait une suggestion? Moi, j'aimerais d'ajouter, Mélissa, quand on parle d'économie aujourd'hui, dans le passé, on faisait ça, on mettait ça dans un casier. Les gens qui sont bons en affaires, après ça, on disait les gens qui font des artistes ou de la culture, on cataloguait ça. Mais aujourd'hui, l'économie, pour être durable, il faut qu'elle ait les deux autres pattes de la chaise. Il faut avoir le côté environnemental et social. Et c'est là, moi, je crois que la licence sociale aujourd'hui pour, par exemple, faire un pipeline ou pour créer une nouvelle énergie ou pour avoir une acceptabilité quand on va démarrer une entreprise à quelque part, je crois que notre culture francophone est plus propice à avoir ces discussions-là et bâtir ces relations-là. Alors avant, on avait de l'argent, on achetait un territoire, puis on bâtissait une entreprise. Mais maintenant, ça ne dure pas. Alors, on ne peut pas seulement faire ça pour le point de vue économique ou profitable. Alors aujourd'hui, il y a comme un nuage entre l'économie, la licence sociale et évidemment l'importance de l'impact environnemental. Alors moi, je crois que les solidarités que M. Grondin parle présentement, c'est les solidarités entre la France, la Belgique, et le côté francophone, je crois, va apporter un aspect beaucoup plus, l'aspect relation avec les communautés qui vont être nécessaires pour avoir cette économie durable. Alors moi, je crois que qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ça, là, c'est le village global. Bien, faisons-nous un village global francophone. Merci. Oui, effectivement. Puis c'est un peu à l'image de ce que fait Scott avec Scott Tilton avec la Louisiane. Hein, c'est vraiment d'intégrer les francophones dans ce grand village qui est la francophonie et donc par le fait même hein, l'économie potentielle qui s'y rattache. Je vais continuer parce que les questions pleuvent, messieurs. Alors, je vous propose celle-ci. La francophonie, elle est adressée à chacun d'entre vous, donc quiconque désire répondre peut le faire. La francophonie peut-elle permettre de développer de nouveaux modes d'échange économique? Donc, plus spécifiquement, promouvoir en fait, ça ressemble un peu à la question de M. Grondin, mais donc plus spécifiquement, promouvoir une économie francophone pourrait-il renforcer la solidarité entre pays francophones? Je crois que ça va un peu dans la même veine de ce que M. Thomas vient de parler. Je ne sais pas si M. Guénen, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Certainement, c'est un point intéressant et je crois que mais c'est peut-être un rêve, hein, mais c'est institutionnel et politique. Il y a pas mal de pays francophones, et je pense aux pays africains, qui sont toujours en développement. Et je crois qu'un des rôles de l'Organisation internationale de la francophonie est peut-être, mais à nouveau je rêve, de créer en son sein une espèce de banque mondiale ou de banque francophone pour aider, pour développer l'humanitaire, le philanthropique, le développement, l'assistance technique, appelons ça comme on veut, mais en tout cas pour
faire preuve de solidarité envers les pays, les nations économiquement moins favorisées que la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse, le Québec et la Louisiane, pour ne parler que d'eux. Et ça, à mon avis, ça c'est très important. Il y a, je pense, dans certains cas, peut-être même le Rwanda, qui est passé du français à l'anglais, un affranchissement, un désir d'affranchissement envers la langue et la culture du colonisateur, en l'occurrence la Belgique, nostra culpa, comme on dit, pour le Rwanda. C'est peut-être même un rejet de ce colonialisme, de ce passé très peu glorieux, certes, mais il n'empêche que on peut continuer à nouveau, et je prends un exemple, la Banque mondiale, la BID, c'est parfait. Selon moi, le prototype du développement, c'est ce que fait le Millennium Challenge Corporation à Washington. Ça a été créé par le président Bush, deuxième du nom. Et en fait, ce que fait le Millennium Challenge Corporation, c'est sélectionner des pays avec certains critères: démocratie, respect de l'homme, respect des droits de l'homme, respect de la femme, respect de l'environnement. Et donc, ils sélectionnent des pays qui sont motivés à être sélectionnés et ils ne leur octroient pas des prêts, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce que la Banque mondiale fait et ce que la BID font, ce sont des prêts concessionnels. Donc, c'est de l'argent, mais la Banque mondiale fait de l'argent. Ça reste une banque, hein, dans toute l'acceptation du terme. Donc, le Millennium Challenge Corporation dit à la Tanzanie, par exemple, « Ah, vous voulez un pont? Ok, on va aller étudier la nécessité du pont. La nécessité est prise, on vous finance le pont. » Donc, les États-Unis, en l'occurrence, puisque c'est Millennium Challenge Corporation des États-Unis, on finance le pont, mais l'argent que l'on vous attribue, donc c'est un don, ne passe pas par le ministère des Finances ou le ministère de l'Infrastructure, il va directement à l'entrepreneur qui réalise le pont. Et si le pont n'est pas fait dans les 10 ou 12 mois ou 13 mois, selon les normes édictées, l'entrepreneur n'est pas payé. Donc, il n'y a pas de déperdition d'argent, il n'y a pas de dessous de table, il n'y a pas de compromission, tout ce qu'on veut. Et c'est ça, vers ça qu'on devrait, l'OIF devrait organiser en son sein, du moins pour les pays les plus riches, un fonds fiduciaire qui permettrait d'aider en priorité les pays en développement, et je pense surtout aux pays africains et à Haïti, évidemment, les pays francophones. Et ça, selon moi, ce serait extraordinaire. Ça, c'est la vraie solidarité francophone, créatrice d'emplois et de mouvements. Et ces pays en développement, le Rwanda est un bel exemple. Le Rwanda est un superbe exemple de réussite en Afrique. Eh bien, quand un pays se développe, il devient un acteur commercial, économique, et tout le monde est gagnant. Mais je rêve. Oui, mais c'est important de rêver, hein. Puis sans rêve, on n'arrive à rien. Et je crois que vous le savez tous autour de cette table virtuelle. Et d'ailleurs, Monsieur Guénen, est-ce que vous croyez qu'un tel projet, une telle idée reste dans un futur proche, quelque chose d'envisageable, de concrètement réalisable? Oui, moi je pense qu'en fait c'est une volonté politique et institutionnelle, comme je le dis, mais n'oublions pas que, et ça c'est un chiffre qui m'a été donné par notre ancien représentant à la Banque mondiale, tout dollar, tout euro, appelons ça un euro, tout dollar consacré au développement revient aux pays donateurs avec un facteur de 1,14, 1,17. Donc je donne $1, j'en reçois 14. Et c'est une situation de win-win, comme on dit en anglais, gagnant-gagnant, puisque je consacre de l'argent à un développement humanitaire ou philanthropique, appelons ça comme on veut, mais cet argent me revient avec des contrats de construction d'infrastructures, de centrales nucléaires, de ponts, d'épuration des eaux, etc. Donc, c'est parfaitement faisable, mais il faut qu'on ait des dirigeants politiques avec une vision beaucoup plus globale que nos propres frontières. Mais hélas, nos politiciens raisonnent en termes de la prochaine élection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans 2 ans ou dans 4 ans pour être réélu, mais on ne réfléchit pas en termes de génération. Donc j'attends toujours, moi, les politiciens courageux et honnêtes.
en espérant qu'ils arriveront bientôt. Et je vais devoir clore avec une dernière question quand même, messieurs. Merci encore infiniment et merci beaucoup, je le dis tout de suite, à tous les participants et les gens du public. Ils ont été nombreux, ils ont été très dynamiques, des commentaires, des questions. Donc, merci. Il y en a qui sont déjà partis parce qu'on a dépassé l'heure, mais il y en a plusieurs avec nous encore. Et donc, je les salue. Donc, je vais vous poser une dernière question. Donc, la voici. Ça concerne l'immigration. Donc, simple, attendez, je vais aller la chercher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui continuent? Alors, vous avez, bon, Monsieur Thomas, ça va peut-être être plus en lien avec ce que vous avez mentionné, mais je pose la question. Donc, vous aviez mentionné l'importance d'attirer davantage d'immigrants francophones au Nouveau-Brunswick pour développer l'écosystème de la francophonie, donc l'écosystème francophone dans la province. Comment pouvons-nous développer cet écosystème? Donc, c'est une question assez simple, mais qui, je crois que vous pouvez tous aussi, Scott également, en parlant chacun de votre région respective, vous pouvez y répondre. Donc, comment attirer davantage d'immigrants francophones? Comment développer cet écosystème? Comment les attirer? Donc, voici. La parole est à vous, Monsieur Thomas, et aux autres aussi. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, c'est d'adresser les issues quand les populations ne sont pas grandes. Et évidemment, quand un immigrant vient au Nouveau-Brunswick, il cherche une identité. Et si, par exemple, tu viens de la Côte d'Ivoire ou de la Tunisie, tu viens au Nouveau-Brunswick, tu cherches des gens de là, tu t'ennuies de ton pays. Alors, il y a ce point-là. On est en train de créer des petites communautés provinciales pour vraiment les aider à s'intégrer. Puis, on a aussi d'autres issues. Il y a des compagnies, par exemple, pour créer l'écosystème, ils vont acheter des vieux hôtels ou ils vont acheter des vieilles écoles. Ils vont faire du logement parce que quand un immigrant vient au pays, il faut réaliser qu'il n'y a pas nécessairement la capacité de faire un prêt à la banque. Alors, il faut voir à ces issues-là le logement abordable, puis aussi le transport, parce que acheter une voiture, puis au Canada, tu ne peux pas marcher là, au nord du Nouveau-Brunswick, l'hiver, c'est froid. Alors, c'est vraiment regarder à l'ensemble. C'est qu'un immigrant a besoin. Pourquoi il retourne à Montréal quand il vient de Nouveau-Brunswick parfois? C'est parce qu'il y a un transport en commun, il y a plus de facilité. Il y a aussi une communauté haïtienne ou africaine. Alors, c'est demain qu'on va créer l'écosystème. Mais les valeurs d'être au Nouveau-Brunswick, c'est que tu vas avoir une éducation avec tes enfants, avec ta famille en français. Tu vas être capable d'aller à l'université en français. Tu vas être capable de travailler en français, surtout dans les régions fortement là, francophones. Alors, puis tu vas aussi développer l'anglais. Tu vas apprendre l'anglais. Il n'y a pas de choix, là. On est dans une mer américaine anglophone. Alors, avoir ces deux langues-là, ça va leur donner une chance de grandir. Puis je crois que le Nouveau-Brunswick, on facilite l'accès aux deux langues également. Alors, pour moi, c'est un avantage. Et mais que les gens comprennent tout ça. On n'a pas assez fait de promotion. J'espère qu'aujourd'hui, j'en ai fait un peu. Oui, quand même. Avec les plages aussi, les homards et tout. Hein. Mais, et Monsieur Terrier, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à ce propos? Oui, très rapidement, en 3 points. Donc, comment dynamiser l'écosystème francophone dans les pays? C'est sûr que nous, on a des fois les mêmes réalités qu'au Nouveau-Brunswick, mais d'autres pays dans le monde doivent avoir ces réalités-là aussi. 3 points. Le premier, je dirais que c'est vraiment grâce à l'éducation. Je suis vraiment convaincu que ça peut faire une différence, justement, d'investir dans l'éducation et d'attirer des étudiants francophones. Après, évidemment, il faut que les politiques publiques puissent suivre. Donc, ça veut dire qu'il faut faciliter cette mobilité-là. Et pour tous les francophones, ce qui m'amène à mon deuxième point, il faut diversifier en fait les bassins d'attraction de francophones. Très souvent, quand on est au Québec, on pense qu'à la France. Et puis, quand on est en France, on pense souvent au Québec. Mais il y a un monde francophone derrière. Moi, par exemple, il y a des établissements qui, eux,
pour eux, c'est super intéressant d'aller explorer, par exemple, les régions d'outre-mer françaises comme la Guadeloupe, la Martinique. C'est des francophones pas très loin du Québec et qui ont une nationalité française. Donc, pour certaines ententes entre le gouvernement français et le gouvernement québécois, ça peut être super intéressant. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous, on fait des missions de recrutement au Brésil, on fait des missions de recrutement en Colombie. Il y a des francophones dans des pays non francophones. Donc, je dirais que la deuxième solution, ce serait vraiment de diversifier en fait les partenariats qu'on peut faire avec des pays à l'international. Parce qu'il y a aussi des francophiles un peu partout dans le monde. Et donc, c'est des gens qui peuvent vraiment contribuer à cette richesse de la francophonie. Et mon troisième point, ce serait vraiment tout ce qui est attraction d'investisseurs et d'entrepreneurs. Ça, par exemple, nous, on en fait aussi. Et très souvent, les gens qui viennent investir et entreprendre dans la ville de Québec, c'est des Français. Pourquoi? Parce que c'est super compliqué, en fait, de faire toutes ces démarches administratives quand on ne comprend pas la langue. Ça rajoute une complexité. Donc, clairement, attirer si vous voulez investir à l'international, si vous voulez fonder une filiale ou monter une entreprise dans un autre pays, ben, c'est sûr qu'on a tendance à aller dans un pays où on va comprendre les lois dans notre langue parce que ça facilite beaucoup de choses. Mais justement, il ne faut pas penser juste à la France. Il peut y avoir des investisseurs sur le continent africain, des investisseurs sur le continent sud-américain, en Asie, et qui sont francophiles et francophones. Et je pense qu'il faut que cette mobilité soit vraiment... Il faut que ça circule, dans le sens qu'il faut qu'il y ait autant de mobilité, mettons, vers le Québec, mais il faut aussi qu'il y ait des Québécois qui aillent découvrir le monde et qu'on puisse donc faire cet échange de capitaux et aussi de capital humain et de capital plus au niveau financier. Bien sûr, et on l'a vu avec M. Thomas qui nous parlait de collaboration, de partenariat avec la Tunisie. On peut penser aussi à la Louisiane, qui est effectivement un État où on parle le français. Peut-être que les gens vont plus spontanément penser au Québec quand ils pensent à l'Amérique du Nord francophone. Mais il y a aussi l'Acadie, la Louisiane, et il y a beaucoup de bonnes pratiques. Et j'aime bien ce que vous dites aussi d'aller chercher, pas que les francophones, mais les francophiles, hein, qui sont aussi donc des gens qui ont un amour du français, qui veulent le pratiquer. Donc, c'est aussi des échanges à ne pas mettre de côté. On va devoir terminer. Je ne sais pas si, M. Guénen, est-ce qu'il y aura un mot de la fin que vous voudriez rajouter Non, Mélissa, allez-y, on vous fait confiance. D'accord. Donc, je tiens à vous remercier tous. Merci beaucoup, Scott. En fait, je vais laisser le mot de la fin à Scott quand même, avant que je fasse des remerciements officiels. Scott Hilton, qui est le cofondateur de nous, qui est l'Institut culturel co-organisatrice de cette conférence virtuelle avec Francophonie sans frontières Québec. Donc, Scott et Gilles, si vous voulez dire un petit mot de la fin, voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je tiens à saluer l'ensemble des participants et à remercier chaleureusement nos trois intervenants qui nous ont offert des perspectives particulièrement intéressantes. Je pense que ce séminaire nous a montré que les perspectives s'agissant de la francophonie économique étaient nombreuses et que le développement de l'écosystème dont je parlais en ouverture était possible. Donc, un grand merci. Ben, écoutez, idem pour moi, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Fort intéressant. C'était bien de constater une participation dans plusieurs pays. C'est ce que j'ai pu voir. J'ai noté une douzaine ou une quinzaine, je pense, de pays et régions. Donc, c'est fort intéressant. Ça montre qu'il y a un avenir à la francophonie aussi. Il y a un dynamisme surtout à cette francophonie. Donc, merci tout le monde. Merci, donc merci à vous tous, Monsieur Bernard Guénen, Monsieur Gaétan Thomas, Monsieur Fabrice Terrier. Vos riches parcours ont été fascinants, des sources d'inspiration. Je crois qu'il y a énormément de discussions encore possibles autour de ce sujet de la francophonie économique. Ce n'est que le début. Je crois qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Donc, merci infiniment de vos présences aujourd'hui. À tous les participants, vous pouvez quand même continuer d'envoyer vos questions, mais cette fois-ci à l'adresse mail que je vais vous faire parvenir. C'est bonjour, bonjour, @nounola, donc nousnola.org.
donc bonjour@nousnola.org. Vous pouvez donc nous faire parvenir les questions que vous avez, auxquelles on n'a pas eu la chance de répondre, ou d'autres questions ou suggestions aussi qui vous viennent en tête, et nous y répondrons par la suite. Donc, un grand merci à nos 3 invités, un grand merci à Gilles Grondin de Francophonie sans frontières, équipe du Québec, un grand merci à Scott Tilton de nous, un grand merci à Sophie Hamel-Dufour qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui était à la coordination et au contenu, donc nous la saluons. Merci aussi à Benjamin Boutin, donc président de Francophonie sans frontières, et Rudy Bazenet qui était là présent aujourd'hui à la technique, et Rudy Bazenet qui est aussi donc cofondateur de nous, qui est en direct de la Nouvelle-Orléans. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui sont selon votre fuseau horaire, ou début d'après-midi aux autres. Et on espère vous retrouver lors d'un autre rendez-vous, que ce soit pour parler de francophonie économique ou autre. Nous vous tiendrons au courant, et en espérant que ce soit rapidement. Merci. Merci à vous. À bientôt.